Léonie qui n'a pas pu ouvrir cette conférence et que je représente aujourd'hui. Petit rappel introductif avant de démarrer la conférence comme d'habitude pour d'abord vous remercier d'être présent pour cette quatrième et dernière conférence Un savoir partagé de l'année avec comme toujours désormais une importante présence. Donc merci à vous pour votre participation et votre enthousiasme sur ces moments d'ouverture autour de sujets de fond et d'actualité. Je vous rappelle que la conférence est enregistrée, donc je vous remercie de bien vous couper vos micros pendant la conférence. Bien sûr, vous connaissez la procédure, vous pouvez les rallumer pour poser vos questions et vous pouvez également communiquer via le chat. Vos questions seront relayées par Anne-Sophie. Alors, quelques petits mots d'introduction rapidement sur la thématique du jour, donc l'intelligence artificielle et nos libertés. On le sait, on le pratique même de plus en plus dans nos vies communes, au travail, mais aussi dans nos vies privées. L'intelligence artificielle s'est imposée comme un outil puissant, capable de répondre à nos questions, d'écrire nos textes, de créer nos images, de créer des images, pardon, de nous conseiller. Donc en fait, on pourrait dire qu'à première vue, paraît un petit peu comme finalement une manière de décupler notre liberté. Tout devient plus simple, plus rapide, plus accessible. Mais est-ce vraiment le cas? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, puisque si cette capacité de décupler, d'apprendre, de créer, de communiquer, de travailler, font de l'IA un véritable génie de poche, capable d'exaucer presque toutes nos requêtes. Comme dans les contes, en fait, chaque génie impose un peu une contrepartie. En l'occurrence, une dépendance accrue à l'intelligence artificielle, une perte de nos compétences, une influence sur nos décisions avec des biais invisibles également. Donc, on peut se demander du coup si nous sommes vraiment plus libres ou si nous sommes simplement assistés et si oui, à quel prix. C'est tout l'enjeu de cette conférence, interroger le véritable sens du gain de liberté que l'intelligence artificielle semble promettre, explorer ses usages, ses limites et ses conséquences sur notre autonomie, notre responsabilité. Pour nous éclairer sur ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Héloïse Boisseau qui va nous aider à dépasser les apparences et à comprendre ce que signifie être libre à l'ère de l'intelligence artificielle. Héloïse Boisseau est doctorante en philosophie à Aix-Marseille Université, rattachée au centre Gaston Berger, spécialiste de philosophie de l'IA. Elle soutiendra en décembre 2025 une thèse portant sur la question de l'attribution au système d'IA de la capacité de parole. Je remercie Madame Boisseau d'avoir accepté notre invitation et je lui cède la parole avant de vous souhaiter à toutes et tous une réflexion riche et stimulante. Merci beaucoup. Est-ce que je peux partager mon écran pour le diapo? C'est Oui, oui, pas de souci, Oui, allez-y. oui. super, ça sera... Alors... Alors, désolé, il y a un souci parce qu'il faut que j'enregistre mon écran. Hop. Après, si vous avez des difficultés, vous m'envoyez, je le passe si jamais ça ne fonctionne pas. Ok. Volume maximum. Désolée. Pas de souci. Dire que je veux le son dans le casque.
Alors, est-ce En que fait, pour ça les... marche? Alors, ça marche pas juste pour répondre aux personnes qui s'interrogent sur le son. C'est parce qu'en fait, on ne parle pas. Il n'y a pas de son. Voilà, ça y est, on est prêt. Alors, je suis désolée. Là, normalement, c'est partagé, donc je ne C'est comprends nickel. pas. Oui, oui. Ah, vous voyez, ok, super. Oui, 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 c'est bon. Vous pouvez y D'accord, aller. très bien. Bon, bah, alors, je suis navrée, il m'a complètement déconnectée, c'était bon. C'est Très pas bien. Alors, grave. merci beaucoup pour cette introduction et merci pour cette invitation également. Je suis ravie de pouvoir présenter aujourd'hui. Donc, comme annoncé là, en préambule, hein, donc, mon propos va porter sur donc, les technologies en général et sur l'IA en particulier, parce que c'est mon sujet de recherche en philosophie. Donc, en préambule de ma présentation, je souhaiterais prendre un petit instant pour faire un très bref point terminologique, parce qu'il est bien connu hein, qu'il existe donc en fait un certain flou autour de cette appellation d'IA qui désigne tout à la fois un ensemble de technologies informatiques, un champ de recherche, mais aussi voilà, un objectif un petit peu abstrait. Et donc, plutôt que de parler là, de manière un peu vague d'IA, puisque ce sont les technologies qui vont m'intéresser, hein, je précise que mon propos portera, pour ainsi dire exclusivement, sur ce que donc j'appellerais les technologies d'IA. Euh, euh, et donc, c'est une expression qui me servira pour désigner des réalisations concrètes, hein, instanciées, donc tous les produits labellisés IA sur le marché. Il est aussi nécessaire de préciser encore un petit peu, parce qu'il ne sera pas question pour moi de me concentrer uniquement sur les derniers systèmes d'IA en date, donc les systèmes basés sur l'IA générative, voilà, parmi lesquels on trouve les fameux ChatGPT, Gemini, Perplexity, etc. On observe récemment une tendance sémantique à restreindre ce qu'on labellise IA au système issu de l'IA générative, mais il ne faut pas oublier que l'IA, en réalité, est à visage multiple, et donc les programmes de reconnaissance d'image ou de reconnaissance faciale sont des systèmes d'IA. Il en est de même pour les algorithmes dits prédictifs, au sujet desquels je dirai un mot dans un instant. Donc, cette première clarification terminologique étant mise en place, on peut se tourner vers la question qui va nous occuper aujourd'hui, donc celle de l'impact de l'IA au sens donc, des technologies d'IA sur notre ou sur nos libertés. Donc, la question qui m'a été posée pour cette conférence, c'est la suivante, hein. La technologie nous dépossède-t-elle de nos libertés et en fait, en particulier, les technologies d'IA. Donc, si le terme IA est d'ores et déjà difficile à définir, s'il est délicat à définir, il va de soi que le concept de liberté, lui aussi, en demande à être élucidé. Et je notais dans le petit texte de présentation de cette conférence qu'il est traditionnel en philosophie de distinguer deux conceptions de la liberté, une conception négative d'un côté et une conception positive de l'autre. Donc la conception négative de la liberté, elle vise l'absence de contraintes ou d'obstacles. Donc je suis libre lorsque rien, finalement, ne m'empêche d'agir. En contraste, la conception positive de la liberté, elle ne se limite pas à cette absence d'entrave. Et là, elle suppose aussi finalement la capacité effective de faire ce que je veux, c'est-à-dire d'agir pleinement à ma guise, de m'affirmer, etc. Donc, à la question de savoir si l'IA a une influence sur notre liberté, en ce dernier sens, c'est-à-dire sur notre capacité à agir selon notre volonté, une première réponse évidente semble être que, bien entendu, l'IA peut être au service de notre liberté, parce que pour exercer notre liberté, on peut en effet souvent s'appuyer sur des moyens extérieurs, nos congénères, des outils, des instruments. Et aujourd'hui, ces technologies numériques et ces dispositifs labellisés IA apparaissent bien sûr comme de nouveaux ajouts à la faveur de notre capacité d'agir. Donc, que nous permettent de faire ces nouveaux systèmes, hein, ça a été dit là en introduction, mais on répondra volontiers qu'ils nous permettent d'acquérir de nouvelles connaissances, de développer des compétences techniques, de nous exprimer, de débattre, d'acheter, de vendre, de nous détendre, de créer, etc. Les avancées récentes d'IA, notamment d'IA générative, ont élargi ce champ des possibles. Et désormais, il suffit de poser une question à un programme conversationnel pour obtenir une réponse claire, rapide, personnalisée. Je relevais donc également dans mon résumé que ces outils sont parfois perçus comme de véritables petits génies de poche qui seraient capables d'exaucer presque toutes nos requêtes. Donc prendre des notes, corriger ou rédiger un texte, générer une image, une vidéo, de la musique, etc. Mais aussi prodiguer des conseils, analyser des résultats d'imagerie médicale. Donc, les possibilités offertes finalement ne semblent avoir comme limite que celle de l'imagination de l'utilisateur, dont la liberté
et donc à première vue, entièrement décuplée. Les bienfaits apportés par les technologies d'IA sont, voilà, qu'ils soient actuels, hein, ou à venir, sont faciles à identifier, notamment parce que, ils sont sans relâche fanfaronnés par les acteurs du monde de la tech qui sont bien sûr, quant à eux, engagés dans une perpétuelle course au financement, et donc qui ont tout intérêt à vanter les mérites de leurs produits. Donc les objectifs annoncés, de l'IA sont généralement présentés comme ayant le bien commun en vue. Le célèbre CEO, d'OpenAI, la compagnie derrière ChatGPT, donc Sam Altman, présentait par exemple, là c'était il y a juste quelques jours, l'un de ses objectifs comme étant celui, hein, je cite, de construire une vision commune d'un monde où l'IA peut améliorer la vie et pas seulement la rendre plus efficace. Mais notre liberté est-elle véritablement décuplée par ces nouveaux instruments? Le monde de la tech a-t-il véritablement à cœur nos intérêts et vise-t-il réellement à améliorer nos vies, comme le prétend Sam Altman? Je disais à l'instant que les systèmes d'IA pouvaient être vus comme des petits génies de poche et en effet, hein, comme dans les contes, l'usage d'un génie n'est jamais ou rarement, hein, sans contrepartie et peut donner lieu à des conséquences qui sont aussi inattendues que fâcheuses. Donc vous aurez par ailleurs compris, hein, que je considérerai par la suite là que le «nous», dans la question, et c'est le «nous» du grand public. La majorité des personnes qui soit utilisent activement les technologies d'IA, soit en quelque sorte en sont la cible passive. Donc il y a bien entendu un continuum, où on trouve à l'une des extrémités les gens dont le pouvoir d'action et la liberté de faire à peu près tout ce qu'ils veulent a été largement, très largement étendu par les technologies d'IA. C'est typiquement le cas des CEO, des acteurs majeurs de l'industrie, hein, qui ont aujourd'hui un pouvoir comparable ou supérieur à celui d'une nation entière. Et à l'autre extrémité du continuum, on a parfois ce qu'on appelle les esclaves numériques, dont la vie ou même la survie est entièrement contrainte par ces technologies d'IA. Donc pour mon propos aujourd'hui, j'aurais en tête les personnes qui ne se situent à aucune extrémité du continuum, mais voilà, en son milieu très large, hein, nous toutes et tous. En effet, en contraste avec, l'apparence de bonté, du monde de la tech et l'apparence également d'un décuplement de notre liberté grâce à ces technologies, on peut déplorer de nombreux effets négatifs et liberticides de l'IA et bien qu'ils soient conséquents et bien réels, ces effets, négatifs, sont plus souvent invisibilisés, difficiles à saisir, à observer. Et c'est d'autant plus, que les voix des personnes qui nous alertent, sur ces dangers, et abus, hein, sont généralement moins audibles, que celles des voix des personnes de la tech. Donc c'est particulièrement sur ces dérives, que, voilà, des systèmes technologiques produits là que j'aimerais aujourd'hui, insister. Donc pour ce faire, j'aimerais, dans ce qui suit, faire un petit détour par une métaphore, qui est à mon sens utile pour saisir, le caractère insidieux de l'entreprise des systèmes d'IA sur nos vies et donc sur nos libertés. Et cette métaphore, c'est une métaphore architecturale. Donc expliquons. Donc pour commencer à comprendre de manière, indirecte comment les technologies d'IA peuvent, avoir un impact délétère sur nos libertés, considérons un artefact qui est tout à fait ordinaire de l'espace urbain, public, hein, c'est le banc, public. Donc pourquoi est-ce que le banc, peut être un point de départ intéressant pour notre enquête? Parce qu'il s'agit d'un artefact et donc il est l'objet d'un design. Il est conçu d'une certaine façon pour servir certaines fins qui sont spécifiées en amont par les designers ou architectes, éventuellement par des élus, des services d'urbanisme et cetera. Donc quelle est cette fin ou ce besoin auquel répond traditionnellement le banc public? Donc il s'agit d'avoir un espace public où n'importe qui peut s'asseoir et donc se reposer et généralement où plusieurs personnes peuvent s'asseoir en même temps. Donc la forme traditionnelle du banc, c'est la suivante, hein, celle qui est projetée à l'écran. Mais on observe toutefois depuis plusieurs années, hein, dans les espaces publics des bancs dont la forme s'éloigne substantiellement du banc paradigmatique. Certains bancs contiennent des séparateurs. Hem, D'autres sont en fait des chaises tout simplement, hein. D'autres encore, ont contiennent voilà sont penchés, ont des angles un peu étranges. Certains ne permettent tout simplement pas de s'asseoir complètement, mais simplement de s'adosser et cetera. Donc si certains, de ces designs, de bancs sont le résultat d'une architecture innovante qui vise à créer un espace public moderne, étonnant et attrayant, d'autres sont clairement, hein, le fait d'une volonté de la part de certains décideurs de limiter l'utilisation de ces bancs et donc de contraindre leur utilisation.
Donc, on parle parfois à ce sujet, dans la littérature consacrée, d'architecture hostile. L'architecture hostile désigne ce phénomène qui consiste à influer sur les comportements des gens et généralement à les empêcher ou à les dissuader de faire quelque chose par le biais d'artefacts architecturaux. Donc, dans le cas des bancs, il s'agit de dissuader les citadins et en particulier ceux qui sont les plus démunis et les plus dépendants des commodités de l'espace public, les personnes sans abri, de rester trop longtemps sur un banc ou de s'y allonger. Donc pourquoi, ce petit passage-là par le banc et par l'architecture hostile? Parce qu'en fait, la métaphore de l'architecture est fréquemment mobilisée pour illustrer l'impact des algorithmes, typiquement, sur les utilisateurs des technologies et des technologies d'IA en particulier. Ces algorithmes sont, dans ce schéma métaphorique, conçus comme l'architecture sous-jacente, du mobilier de notre monde digital, mobilier qui est donc pensé par des architectes et designers métaphoriques que sont les programmeurs. Et le point de cette comparaison, c'est entre autres de souligner que tout comme le mobilier urbain a d'une certaine façon un impact sur nos habitudes et nos possibilités d'action dans l'espace public urbain, bien, les algorithmes exercent eux aussi une influence, sur nos comportements, une influence qui n'est pas toujours évident de repérer, mais qui est néanmoins directe et qui peut être durable. Donc conscient que notre environnement réel ou numérique peut modifier la façon dont nous nous comportons, la question reste bien entendu, de savoir si ces changements sont bénéfiques ou s'ils sont au contraire néfastes. En outre, tout comme le mobilier urbain peut être particulièrement défavorable à certains usagers plutôt qu'à d'autres, les technologies d'IA qui reposent sur des algorithmes, du coup, sont elles-mêmes notoirement le lieu de discrimination et de perpétuation de certaines inégalités. Donc la thèse que je défendrai aujourd'hui, c'est que tout comme certains dispositifs parfois labellisés anti-SDF relèvent de l'architecture hostile, une grande partie des technologies d'IA reposent elles aussi sur une architecture, cette fois numérique ou algorithmique, qui est hostile. Donc passons à présent à quelques exemples de ces dérives liées au système d'IA. Il y a quelques années, en 2021, il y a 2 chercheurs d'universités états-uniennes qui ont proposé pour caractériser, des objets qui participent à la discrimination ou au, préjudice, d'un groupe de personnes et qui sont donc, à la fois une conséquence, en aval, de l'injustice envers un groupe opprimé et un antécédent en fait en amont d'autres injustices. Ils ont proposé d'utiliser l'expression de choses oppressives. Donc la chose oppressive, elle est donc le résultat et le reflet d'une discrimination envers un groupe de personnes et c'est aussi une discrimination, une injustice qu'elle participe en outre à perpétuer. Donc en adaptant à cette notion au champ qui nous intéresse, on peut parler de technologie d'IA oppressive quand on a un dispositif qui est basé sur l'IA, qui reproduit ou qui perpétue une injustice ou une discrimination envers un groupe qui est d'ores et déjà opprimé. Donc les exemples de technologies d'IA oppressives sont légion et il pose un authentique problème, bien sûr, éthique. Et ce problème a en partie, fait l'objet d'une tentative de résolution par la loi européenne sur l'intelligence artificielle qu'on appelle parfois l'AI Act. Donc c'était en 2024, qui a proposé donc une catégorisation des systèmes d'IA en fonction de leurs risques. Donc les programmes ou logiciels dits à haut risque sont maintenant, normalement interdits, d'utilisation. Donc une partie de certains algorithmes, dont on considère qu'ils sont de prise de décision ou d'aide à la décision, est précisément, qualifiée, par la loi sur l'intelligence artificielle, de système d'IA à haut risque. Et donc en principe, ces algorithmes sont interdits en Europe depuis février 2025. Alors si ces systèmes, ne sont, pas ou plus, en circulation, on peut l'espérer en France et en Europe, ils le sont toutefois toujours aux États-Unis ou en Chine, par exemple. Et en outre, rien n'exclut, qu'ils soient réintroduits dans, certains, pays d'Europe à l'avenir et il est donc important de garder à l'esprit les dérives auxquelles ils peuvent mener. Il est en particulier instructif, et frappant, de relever le contraste entre ce qui est généralement annoncé par les concepteurs de ces technologies et les conséquences réelles, de leurs usages. Alors, utilisé dans, des contextes aussi différents que pour l'obtention d'un prêt, pour l'accès à l'enseignement supérieur ou pour les opérations de police ou encore le recrutement, ces algorithmes, de programmes d'aide à la décision analysent généralement donc de très larges, bases de données afin d'y repérer des motifs, des patterns, des constantes ou des tendances et qui permettent ensuite de donner lieu à des prédictions. Alors ces tendances, qui sont repérées dans la base de données, dans la base d'entraînement, sont par la suite reportées ou adaptées à de nouvelles situations. Donc on a une forme de projection du passé sur le futur.
La difficulté, qui était au départ ignorée, hein, réside bien entendu dans le fait que les données qui servent à créer, à entraîner, hein, l'algorithme peuvent elles-mêmes intégrer des données discriminatoires qui reflètent donc certains biais préexistants. Tout ça, c'est peut-être relativement connu, hein, mais donc voilà, ces données d'entraînement biaisées, vont alors mener, hein, à ce que soient reproduites, ou même aggravées, hein, certaines discriminations qui, négligent ou défavorisent, des catégories de personnes. Donc bien loin, de l'objectif proclamé pardon, par les industriels, d'équité, grâce à l'utilisation de ces technologies, on peut au contraire, hein, volontiers, les qualifier de technologies donc, oppressives. Parce qu'elles vont, limiter, hein, la liberté de certains groupes de personnes qui sont déjà, défavorisés ou opprimés. On remarque souvent au sujet des algorithmes de prise de décision que ceux-ci, en reproduisant les biais discriminatoires, prennent la forme de, prophéties autoréalisatrices qui sont pour le moins problématiques. J'en donne une rapide illustration. Si une banque, suivant les résultats obtenus par le biais d'une prévision algorithmique, estime qu'il y a, par exemple, un risque de défaut de paiement de la part d'un individu qui effectue une demande d'emprunt, la banque sera tentée de limiter son risque à elle en accordant à l'individu qu'un prêt à un taux très fort. Or, il se trouve que le demandeur de prêt aurait en fait très bien pu n'avoir aucune difficulté à honorer ses échéances de paiement si elles avaient été à un taux moyen ou faible. Mais le taux étant élevé, précisément, il se trouve, le demandeur de non, pas le demandeur de prêt se trouve finalement dans la position d'avoir justement des difficultés de paiement. Donc, autrement dit, c'est ce biais initial, qui a provoqué la situation qui était précédemment redoutée. Hem, 2 autres domaines sur lesquels je voudrais, passer rapidement, à présent, c'est, où les algorithmes de prédiction, ont été mobilisés, ils sont mobilisés donc, en dehors de l'Europe, hein, c'est sont le domaine policier et le domaine judiciaire. Une des, fonctions des algorithmes de prédiction qui sont utilisés en contexte policier, est présentée comme celle de, typiquement localiser, les zones à risque, les hotspots, et la prédiction dans ces cas-là est basée sur l'observation des zones où des délits ou des crimes ont été commis par le passé et donc plus une zone est considérée comme étant un risque du fait de l'historique, hein, des infractions qui ont été commises, plus le programme conseille, que les forces de l'ordre soient déployées dans cette zone en grand nombre. En ce qui concerne, les systèmes d'IA prédictifs qui sont utilisés cette fois en contexte judiciaire, ils servent parfois à calculer le risque de récidive, d'une personne qui est condamnée et donc à statuer sur la dureté de sa peine. Donc, hem, D'abord, au sujet là de la fiabilité de ces programmes d'IA prédictive en contexte judiciaire, par exemple, le journal d'investigation américain, indépendant ProPublica, a relevé qu'en ce qui concerne une prison de Floride, par exemple, dans laquelle un programme de ce type était utilisé, seuls 20 des personnes pour lesquelles il avait été prédit qu'elles, récidiveraient ou qu'elles commettraient des crimes violents en ont réellement commis par la suite. Donc les scores de récidive attribués aux condamnés sont nettement, erronés et la fiabilité de tels programmes est extrêmement douteuse. Étude après étude, la conclusion, c'est qu'en fait, il ne s'avère pas meilleur qu'une décision qui serait prise au hasard. C'est quand même frappant. Donc plus que cela encore, hein, finalement, les programmes en question sont, profondément biaisés et reproduisent et renforcent, hein, l'injustice systémique dont sont en particulier victimes les personnes qui sont racisées. L'enquête de ProPublica a montré, typiquement que les personnes blanches ayant un travail, les personnes ayant un domicile fixe étaient quasi systématiquement avantagées en étant considérées comme moins susceptibles de récidiver, en comparaison avec les personnes noires, avec les personnes, qui n'ont pas de travail ou encore les personnes qui n'ont pas de domicile fixe et ce, peu importe, la nature et la sévérité de l'infraction. Une personne blanche sera, toujours considérée comme moins à risque de récidiver. Donc, en effet, puisque le programme, pour effectuer ses prédictions, se repose sur des faits passés, alors l'utiliser revient en un sens à faire en sorte de maintenir le status quo. Si historiquement les personnes noires ou les personnes habitant dans les quartiers défavorisés ou les personnes n'ayant pas d'emploi, etc., ont été plus ciblées par la police et plus arrêtées que des personnes blanches qui ont été laissées relativement tranquilles, euh, et les personnes habitant dans des quartiers résidentiels favorisés, etc., hein, alors dans ce cas-là, être noir, habiter dans un quartier défavorisé, c'est un marqueur de probabilité qu'une infraction à la loi soit commise, ou commise de nouveau. Et donc, ça peut jouer le rôle de raison, pour le programme, hein, pour laquelle un verdict plus dur serait, requis. Donc il est très clair que dans ce genre de cas, hein, la liberté d'une personne noire typiquement, hein, née dans une famille qui n'a pas forcément de grands moyens financiers, sa liberté elle est limitée, voire complètement entravée.
Donc, cette personne va être d'office catégorisée comme une criminelle en puissance et donc elle est plus susceptible d'être fouillée, suspectée, discriminée, subir des peines plus lourdes en cas de délit, même si c'est un délit mineur, etc. Donc, ces systèmes participent à l'enfermement de groupes d'individus dans des rôles sociaux qui sont prédéfinis et participent également au traçage d'une trajectoire de vie déterminée, simplement du fait d'être né dans un tel ou tel quartier, dans telle ou telle situation familiale. Les algorithmes de prédiction ne sont donc pas neutres. La sociologue en études afro-américaines de l'université de Princeton, Roa Benjamin, dans son livre de 2021, alors qu'elle considère le cas de ces programmes-là de prédiction de crime, donc qu'on appelle souvent la police prédictive, propose pour sa part de parler plutôt que d'algorithmes de prédiction du crime, d'algorithmes de production du crime. Parce que comme dans le cas finalement de l'emprunt bancaire, les prédictions des systèmes d'IA utilisés en contexte policier prennent fréquemment la forme de prophéties autorisatrices. En ce qui concerne la police prédictive, le constat est en outre que lorsqu'on déploie plus de policiers à un endroit en leur indiquant que cette zone est à haut risque et qu'il y a d'infraction à la loi, les policiers, en conséquence, effectivement, ils trouvent des infractions dans cette zone. Et donc on a ici à l'œuvre ce que le sociologue Robert Merton a baptisé le théorème de Thomas, en hommage au sociologue américain des 19e et 20e siècles, Sir William Thomas, qui l'a thématisé. Donc ce théorème-là de Thomas, il désigne la propension humaine à se comporter et à agir, non pas en accord avec une situation réelle, mais en accord avec ce qu'on imagine être réel, donc avec l'idée qu'on se fait du réel. Donc c'est ce qu'on qualifierait aujourd'hui sans mal d'un biais psychologique. Et il trouve donc une belle expression, là, ce biais psychologique, dans l'œuvre de Thomas, sous la forme de l'aphorisme suivant, hein. C'est donc si les hommes définissent les situations comme réelles, alors elles sont réelles dans leurs conséquences. En effet, donc parce que les policiers sont persuadés que des délits ont lieu dans les zones estampillées à risque, alors ils vont d'office se comporter avec la population sur place comme avec des délinquants, et ainsi ils vont participer dans une certaine mesure à faire advenir les situations imaginées. On peut mobiliser une scène du film culte, hein, bien sûr, hein, The Matrix, pour illustrer cette difficulté. Vous vous rappelez peut-être, il y a cette scène où donc Neo, qui est joué par Keanu Reeves, rencontre l'oracle pour la première fois, qui est censé donc lui en dire plus sur sa destinée. Et l'oracle accueille Neo en lui disant la chose suivante: je vous proposerais bien de vous asseoir, mais vous n'allez pas le faire de toute façon, et ne vous en faites pas pour le vase. C'est à quoi Neo répond en se retournant pour regarder derrière lui: quel vase? Or, c'est précisément en se retournant, ou parce qu'il se retourne, que Neo renverse le vase qui, en fait, se trouvait juste derrière lui. Donc, Neo s'excuse, bien sûr, et l'oracle lui répète que c'est pas grave, mais elle ajoute également la chose suivante. Elle dit, hein: ce qui va vous trotter dans la tête plus tard, c'est: l'auriez-vous cassé si je n'avais rien dit? Et en effet, si l'oracle n'avait rien dit, Néo se serait-il retourné pour chercher de quel vase celle-ci parlait, et donc aurait-il finalement renversé le vase? Cette question-là, auriez-vous fait X si on ne vous avait rien dit à ce sujet, si on ne vous avait pas annoncé que vous feriez X, vaut aussi bien donc pour les policiers qui patrouillent les zones dont il leur a été indiqué qu'elles sont à haut risque, que pour les personnes habitant ces zones et qui commettent des infractions à la loi. Les policiers auraient-ils arrêté des gens si on ne leur avait pas mis en tête qu'il y avait très probablement des gens à arrêter? Et les habitants qui commettent des infractions à la loi auraient-ils commis ces infractions s'ils n'étaient pas les victimes d'une oppression systémique qui les catégorise d'office comme des criminels en puissance? Donc la question se pose aussi pour les récidivistes dans le cas de la justice prédictive, puisque les personnes défavorisées sont jugées à plus risque de récidive et qu'elles obtiennent donc des peines plus lourdes ou plus longues, on peut se demander, auraient-elles récidivé si elles avaient bénéficié de peines plus légères, de plus d'aide? Et donc on trouve finalement ici, par ces situations bien réelles malheureusement, les difficultés philosophiques classiques de la prédestination. Donc bien que ces pratiques soient interdites depuis peu, hein, en France, c'est à mon sens utile de garder en tête, de garder à l'esprit les risques qui sont encourus par l'utilisation de cette IA prédictive. En outre, il y a un paragraphe de l'article 5.1 D de la loi européenne là, sur l'IA qui soulève quelques questions quant à la portée réelle de l'interdiction, parce que ce paragraphe contient une clause d'exception. Elle dit: l'IA prédictive, finalement, serait autorisée quand les systèmes sont, je cite, hein, utilisés pour soutenir l'évaluation humaine de l'implication d'une personne dans une activité criminelle qui est déjà fondée sur des faits objectifs et vérifiables directement liés à une activité criminelle. Donc le problème ici,
c'est bien sûr que la question reste ouverte pour le moment de savoir quelle est la nature de cette évaluation humaine, d'une part, quel degré d'investissement est requis par l'évaluateur voilà, par rapport au programme prédictif, et quelle est d'autre part la nature des faits objectifs vérifiables qui justifient l'utilisation de ces systèmes. Donc, c'est pas inutile de garder à l'esprit les enjeux, les risques d'utilisation de ces systèmes. Euh, Finalement, donc, outre peut-être voilà, c'est les cas tragiques de ce type qui nécessitent une prise de décision, les biais algorithmiques prennent parfois également des formes ordinaires, plus insidieuses, plus difficiles à percevoir. C'est ce qui arrive en ce qui concerne les algorithmes qui gouvernent les publicités personnalisées, par exemple, ou finalement toute autre expérience dont on nous annonce qu'elle est personnalisée. Donc, on met souvent en avant l'idée que la publicité personnalisée est, selon toute vraisemblance, une bonne chose pour l'utilisateur, et donc on l'incite par là même à partager ses données avec les sites web sur lesquels il se rend. Ce serait une bonne chose pour lui parce que il est plus souhaitable finalement de voir des annonces pour des choses qui nous intéressent que pour des choses qui ne nous concernent pas. Et donc la publicité personnalisée ferait de la publicité non plus une simple pollution de notre espace virtuel, mais une information qui en quelque sorte serait pertinente, serait utile et améliorerait ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. En générant au passage évidemment plus de revenus pour les plus grands des annonceurs. Donc cette personnalisation, elle est entièrement basée donc, sur l'utilisation et le suivi des données personnelles et de navigation des utilisateurs du web. Et dans le cas de la publicité, le principe est que soient donc sélectionnés pour nous des items publicitaires qui sont plus susceptibles de nous intéresser au vu de notre profil utilisateur tel qu'il est constitué par les publicitaires, c'est-à-dire au vu de notre historique de navigation web, mais également de notre genre, âge, classe sociale, couleur de peau, etc. Il faut garder à l'esprit que ces annonces ne sont en réalité pas sélectionnées pour nous, individus particuliers, mais elles sont en fait sélectionnées pour un ensemble de personnes qui sont comme nous. En outre, il est démontré que ces publicités et autres expériences numériques personnalisées participent elles aussi à renforcer les inégalités, par exemple en ne proposant pas certains produits à certains types de personnes ou en les proposant à des prix différents selon les individus concernés. Ces expériences personnalisées sont aussi bien entendu une entrave à la liberté des utilisateurs des technologies, dans la mesure où ceux-ci sont incités à rester à leur place et à adopter des comportements attendus pour ceux qui sont comme eux. On en vient à suivre une trajectoire déjà tracée. On regarde ce que les gens comme nous regardent, on achète ce qu'ils achètent, on écoute ce qu'ils écoutent et in fine, on vote comme ils votent. Philippe Hunman, dans un livre récent et passionnant sur le profilage, rapporte ainsi comment certains partis politiques, y compris en France, utilisent ou ont notoirement utilisé le profilage des utilisateurs pour influer sur les votes de manière quasiment indétectable, en créant notamment des faux comptes sur les réseaux sociaux et en postant du contenu susceptible de plaire aux utilisateurs profilés, de sorte à les influencer à soutenir un candidat plutôt qu'un autre. Donc, il y a derrière cette notion de biais algorithmique et de technologie oppressive des enjeux éthiques, sociaux et politiques bien réels, non négligeables. Donc on comprend comment l'architecture de certains instruments technologiques, et en l'occurrence des programmes, peut influencer ou peut influer sur les comportements des individus et avoir un impact sur leur vie, sur les possibilités qui s'ouvrent à eux, sur leurs possibilités d'exercer leur liberté dans diverses circonstances. Euh, Donc, outre ces risques désormais relativement bien connus de l'IA prédictive, ne peut-on pas tout de même trouver quelque chose de positif dans certains usages de systèmes basés sur l'IA? Pour revenir un moment sur la métaphore architecturale, on peut considérer que certains programmes, tout comme certains agencements urbains, peuvent avoir une influence tout à fait assumée et positive sur leurs utilisateurs ou usagers. Le concept de nudge n'est certainement plus aujourd'hui étranger à qui que ce soit. Ce concept qui exprime l'idée d'un coup de pouce vise directement à influer positivement sur les comportements. C'est, pour prendre un exemple, notamment ce qui s'est passé à Stockholm en 2009, lorsque Volkswagen et un groupe de publicitaires ont décidé de faire retrouver son influence aux escaliers à l'escalier de la station de métro Odenplan, qui était alors délaissé au profit de l'escalator qui était juste à côté.
Donc le nudge en question a consisté à peindre les marches de l'escalier, de sorte à représenter les notes d'un piano, et rendant ainsi attrayante l'option qui est objectivement la meilleure pour la santé des usagers du métro. Donc la modification là, du comportement peut en outre venir donc non pas seulement de l'extérieur, c'est-à-dire d'un individu ou d'un groupe d'individus qui estiment savoir ce qui est le mieux pour vous, mais cette modification du comportement peut venir des individus eux-mêmes. Un usage très fréquent des technologies d'IA, c'est ainsi celui d'instruments de monitoring de son propre comportement ou de ses propres habitudes. Donc, je peux utiliser une application, par exemple, qui va m'aider à contrôler mon alimentation, à augmenter mon activité physique, à prendre soin de ma santé mentale ou encore à m'aider en fait, à tenir mes objectifs de productivité divers et variés. Donc, les moyens mis en œuvre par ces applications pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs sont généralement ludiques et interactifs, parfois impliquant une forme de compétition entre utilisateurs. Donc on assiste à une forme de ludification, pour traduire le terme anglais gamification, une ludification de la santé, du bien-être, du travail. Et on parle parfois dans ces circonstances de technologies persuasives. Donc les applications, basées, sur l'IA seraient persuasives en ceci qu'elles nous aideraient de manière insidieuse, mais supposément positive, par le biais du jeu, de la compétition plutôt que par l'argumentation, à changer nos comportements. Et ces technologies, ces systèmes persuasifs répondent en fait à un authentique problème, auquel nous devons toutes et tous faire face, qui est cette propension humaine à ce que les philosophes grecs appelaient l'acrasie. Donc l'acrasie qui est parfois traduite par l'idée d'incontinence ou de faiblesse de la volonté. Donc le problème est bien connu, on sait ce qu'il est bon de faire, on comprend le raisonnement ou les arguments qui sous-tendent la bonne pratique à avoir et néanmoins, on ne suit pas la ligne de conduite indiquée, voire on fait le contraire. Donc comme le note Aristote et contre ce que suggérait Platon, le problème de l'acrasie ne relève pas d'un manque de connaissances. On sait ce qu'il faut faire et on sait ce qu'il ne faut pas faire. On sait par exemple qu'il vaut mieux manger des légumes plutôt que des frites. Et pourtant, mis en situation à choisir, on fait le mauvais choix. On prend les frites plutôt que la salade. Donc pour en revenir à nos systèmes d'IA, on pourrait donc volontiers considérer que lorsqu'ils prennent la forme de ces technologies persuasives, ces derniers sont ou pourraient être bénéfiques et qui nous aident ou qui pourraient nous aider à atteindre nos objectifs qu'on a choisis librement, qui manifestent donc précisément l'exercice par un agent de sa liberté d'agir. Donc pourquoi pas sur le papier, mais qu'en est-il dans les faits? Et j'aimerais montrer que pour une très grande majorité de ces technologies, s'il y a persuasion, il est d'abord douteux que cette persuasion soit réellement positive, mais il est surtout certain que même si elle l'était, finalement, elle laisserait la porte ouverte à un détournement funeste. Et donc c'est ici que mon propos va être un peu élargi de technologie d'IA à la technologie peut-être un peu plus en général, mais en tout cas les technologies numériques. Euh, donc la grande réserve qu'on peut avoir face à l'idée de technologies persuasives qui augmenteraient notre liberté réside, selon moi, dans l'attribut même de l'étiquette, la technologie persuasive, pour désigner seulement certains types de programmes ou certains types d'applications ou certains types d'instruments spécifiques comme les smartwatches ou les autres gadgets connectés. Ces dispositifs sont en effet explicitement présentés comme ayant vocation à changer donc positivement le comportement de leurs utilisateurs. Mais en réalité, une grande partie des technologies, en particulier des technologies d'IA, est de bout en bout persuasive, c'est-à-dire intégrée autrement à une structure à visée persuasive. Donc la force insidieuse la plus directement exercée sur l'utilisateur par l'architecture des systèmes d'IA ou de l'environnement dans lequel il se trouve prend sans aucun doute la forme d'une addiction de masse. Donc la métaphore architecturale, là encore, peut être pertinente pour apercevoir le problème. Hem, donc une anthropologue culturelle, Natasha Dow-Schüll, elle a fait plusieurs années de recherche, de terrain dans les casinos de Las Vegas et elle a écrit un livre qui peut être intéressant là pour nous, dans lequel elle détaille comment l'agencement des casinos est pensé de sorte à garder captifs les joueurs. Ce qu'elle a à dire sur les casinos est éclairant pour comprendre le phénomène massif d'addiction des utilisateurs de certaines plateformes en ligne, plateformes de streaming, de shopping, de réseaux sociaux, là, par exemple.
Dans son livre, elle évoque en outre en détail l'agencement architectural des casinos, qui est bien sûr le fruit d'un grand travail de réflexion où rien n'est laissé au hasard. L'objectif, c'est alors d'inciter les clients à passer le plus de temps possible sur les machines à sous, qui sont ce qui rapporte le plus d'argent au casino. Dao Schul rapporte notamment les propos de Bill Friedman, qui est un consultant pour gérants de casinos, qui conseille dans son livre sur le sujet d'agencer les casinos de sorte que les clients ne bénéficient pas d'une vue d'ensemble de ce qui se trouve dans le casino, mais seulement d'une vue partielle avec quelques indications alléchantes sur ce qui se trouve un peu plus loin et donc qui vont les inciter à continuer à avancer et à aller vers d'autres machines leur permettant également, hein, quand ils sont arrêtés à une machine, de se sentir isolés comme dans un petit cocon. Donc un point frappant des casinos, ça va être, en plus de cette vue partielle, l'absence d'angle. Dans les casinos, tous les chemins sont courbés. Il s'agit, de virages doux et non pas d'angle droit et de manière absolument cynique, Friedman remarque en effet, qu'un engagement, je cite, hein, est nécessaire pour ralentir ou tourner à 90 degrés dans une allée de machine à sous. Changer de direction en effet, hein, de manière soudaine, contrairement à un changement de cap progressif et pour ainsi dire, non remarquable, changer de direction de manière soudaine, c'est une occasion, un risque du point de vue des casinos, pour le client, hein, de réfléchir à ce qu'il fait, à là où il va, de penser, donc potentiellement de décider, hein, de ne pas, continuer son chemin. Voilà. L'ambiance sonore, olfactive, visuelle, sont également l'objet d'une attention soutenue, hein, de la part des gérants de casinos. La musique fonctionnelle, comme certains l'appellent, doit être donc bien connue du joueur, mais ne doit ni varier en volume sonore, ni en termes de rythme, de sorte à, comme l'explique Dao Schul également, hein, à orchestrer l'action du consommateur, tout en restant en dessous de son seuil de conscience. Donc l'agencement des casinos est pensé, hein, de cette façon, hein, de sorte que bien que cet agencement soit très contrôlé, bah, les joueurs perdent conscience de l'espace qui les entoure et se trouvent pleinement absorbés dans les machines à sous. Une chose remarquable, c'est la ressemblance entre l'agencement donc des casinos et celui de certaines plateformes, voire de dispositifs technologiques. Dans les deux cas, on cherche en effet à captiver et à retenir l'attention de l'utilisateur. Ce point est un point sur lequel les deux fondateurs là, du Center for Humane Technology insistent beaucoup et notamment ils comparent dans cet ordre d'idée, hein, les téléphones à des machines à sous. Ils disent que à chaque fois qu'on reçoit une notification et que l'écran s'allume, que le téléphone vibre ou qu'il émet un son, hein, on a à portée de main un gain non identifié et toujours potentiellement intéressant, ce qui constamment nous incite à regarder notre téléphone et à sans cesse actualiser nos applications. Et on peut aller jusqu'à comparer le geste usuel réalisé pour actualiser une page, qu'il s'agisse d'un fil d'actualité ou des mails par exemple, donc celui voilà, qui consiste à faire comme ça avec son téléphone, hein, voilà, ce geste, on peut le comparer au geste qui consiste à baisser le levier d'une machine à sous. Donc là encore, ce geste contient en lui, hein, la promesse de choses captivantes une fois l'actualisation de la page terminée. On peut considérer également le design des réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram, hein, typiquement. Il s'agit d'un flux continu de contenu auquel on accède en scrollant donc de manière infinie, ce qu'on appelle l'infinite scroll, donc dans une sorte de ligne droite perpétuelle. Donc comme dans les casinos, l'architecture est donc pensée de sorte qu'il ne soit pas question pour l'utilisateur de s'arrêter à quelque moment que ce soit pour prendre une décision. Est-ce que je veux continuer? Où est-ce que je veux aller maintenant? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que j'ai pas autre chose de mieux à faire? Est-ce que j'ai envie d'être sur cette plateforme pendant autant de temps, et cetera? Donc sur les réseaux sociaux, par ailleurs et comme dans un casino, on remarque que la vue d'ensemble est, extraordinairement limitée. On ne voit qu'une ou 2 choses à la fois et donc on comprend, hein, que dès lors, il soit difficile de s'arrêter de scroller quand on commence. Chaque vidéo regardée appelle la suivante et on est comme pris par l'appât du gain, pardon. On se dit en effet, hein, peut-être que la prochaine vidéo sera exceptionnelle, peut-être qu'elle sera encore mieux que les autres et donc juste on continue juste une fois, mais encore juste une fois, plus juste une fois, plus juste une fois, puis en fait on n'arrête jamais. Donc ces caractéristiques architecturales ne sont bien sûr, hein, pas uniquement propres aux réseaux sociaux. On trouve des fonctionnalités analogues en ce qui concerne les plateformes de streaming comme Netflix, hein. Une fois un épisode terminé,
hop, le suivant se lance automatiquement sans qu'on ait rien à faire. Et au contraire, il est requis d'agir pour arrêter le visionnage. Donc par défaut, on est poussé à continuer, à ne jamais s'arrêter. Le titre du livre de Dao Shul, hein, au sujet des casinos, c'est Addiction by Design. Et ce que je cherchais à suggérer là ici, en m'appuyant bien sûr, hein, sur d'autres auteurs, c'est que cette notion d'addiction programmée, résultant d'une architecture caractéristique, elle est tout à fait appropriée en ce qui concerne notre monde numérique. Je commençais mon propos en considérant un cas d'architecture au style urbain, certains bancs, mais on peut, à mon avis, sans mal considérer avoir affaire à une architecture numérique hostile en ce qui concerne les plateformes qui utilisent, par exemple, hein, l'infinite scroll, les notifications à outrance et tous les codes des casinos qui visent à construire l'addiction des utilisateurs qu'on a mentionné à l'instant. Un point à relever, c'est que bien qu'elles permettent en principe d'accéder à du contenu potentiellement intéressant, ce qui est non plus pas toujours évident, ces plateformes jouent précisément sur le constat évoqué à l'instant de la propension humaine à l'acrasie, à la faiblesse de la volonté. Je dis que leur architecture est hostile, parce que plutôt que de nous aider à nous libérer de l'architecture, plutôt que de nous aider à nous libérer de l'acrasie, pardon, les plateformes en question utilisent notre faiblesse de la volonté pour nous replier sur nous-mêmes et nous pousser à consommer du contenu, quelle que soit la nature de ce dernier. On regarde jamais une seule vidéo, celle qu'on voulait voir au départ. Donc c'est, l'objet même de notre volonté, de notre désir, de notre attention qui est visé, par ces technologies. L'addiction, c'est l'exemple, paradigmatique, hein, d'entrave à la liberté entendue au sens positif. Si je suis accro à quelques substances et que j'ai un besoin irrépressible de m'en procurer, bah, je peux certes ne pas avoir d'obstacle qui m'empêcherait de me déplacer et donc on pourrait dire que je suis libre au sens négatif évoqué, plus tôt. Mais en un sens plus important, le sens positif, bah, on sera d'accord pour dire que je suis en quelque sorte le jouet de mon addiction et en ce sens-là, je suis moins libre que si je n'avais pas, cette addiction. Mon addiction, même si elle peut être le résultat d'un choix initial, empêche ou entrave l'expression même de ma capacité de choix. Donc de ce point de vue, le constat concernant l'énorme majorité des programmes dits, d'IA, est ou bien qu'ils reposent sur cette architecture addictive ou bien qu'ils sont intégrés à une architecture addictive. Donc voilà, comme le remarque par ailleurs, Aristote, hem, la personne qui est victime d'acrasie, qui est victime de la faiblesse de sa volonté, n'est pas une mauvaise personne en réalité. C'est pas une personne vicieuse. Il s'agit d'une personne qui n'est pas maîtresse d'elle-même. La personne ou l'entité vicieuse, pourrait-on alors dire, c'est au contraire, hein, celle qui pousse consciemment et volontairement les personnes faibles de volonté, en l'occurrence nous toutes et tous, à succomber à la tentation et ainsi à faire quelque chose, bah, qu'objectivement toutes ces personnes, hein, s'accordent pour dire qu'il ne s'agit pas d'une bonne chose. Il serait naïf de penser, hein, que l'architecture poussant à l'addiction des utilisateurs, ne résulte pas d'une volonté du monde de la tech, mais qu'elle est accidentelle. Et il est d'ailleurs pas anodin, que les responsables, voilà, dans ces compagnies là, ne soient les premiers à ne pas utiliser, les services qu'ils proposent ou à empêcher leurs enfants de les utiliser. Une autre, conséquence, certainement encore plus profonde de l'architecture des technologies d'IA, c'est de changer durablement la façon dont nous pensons, la façon dont nous réfléchissons et dont nous nous saisissons de l'actualité, des problèmes sociaux, de la culture et cetera. C'est ce dernier point-là sur lequel, je voudrais insister donc, que j'ai cette fois, qualifié d'architecture de la pensée. Le théoricien des médias, Neil Postman, a notoirement constaté en 1985, lorsqu'il a publié un essai magistral, que je ne peux que conseiller, voilà, un essai qui porte sur le bouleversement, causé par l'arrivée de la télévision de masse, bouleversement de nos façons de discourir et de penser, l'actualité. Le constat de Neil Postman, c'est que la fonction de divertissement, propre à ce nouveau médium qu'est la télévision, c'est finalement propager à l'ensemble du discours politique, éducatif, informationnel et cetera. La thèse de Postman est que tout, ce qui passe à la télévision, quelle que soit la nature du programme, est du divertissement. Les programmes doivent en effet, hein, s'adapter à la nature du médium. Donc chaque émission, bien qu'elle ait des objectifs divers et variés, hein, est sujette, à la loi de la télévision et cette loi impose de divertir
le téléspectateur. Et en effet, remarque Postman, hein, les présentateurs de journaux annoncent par exemple des nouvelles absolument terribles avec le sourire. Ils font suivre les récits par exemple d'un bombardement d'une ville par un reportage sur la fête de la raclette. Ils font suivre l'annonce d'un attentat terroriste par un segment publicitaire. Donc tout ceci, selon lui, participe à, je cite, hein, dédramatiser l'importance de l'information, voire à la rendre largement banale. Et pour saisir la bizarrerie inhérente à l'information télévisée, une bizarrerie qu'on a en fait profondément acceptée comme étant normale et qu'on voit peut-être même pas comme telle dans un en premier lieu. Euh, pour saisir donc cette bizarrerie, Postman nous invite à considérer l'attitude que nous aurions face à un essayiste, qui entrecouperait, le propos de son livre par des publicités pour des marques. Postman suggère, que nous considérerions à raison, hein, que l'auteur n'a de respect ni pour son lecteur, ni pour le sujet qu'il traite. Ça montrait en fait à quel point, à quel point cet auteur, cet essayiste ne prend pas au sérieux ce qu'il dit. Or, les technologies d'IA ont très fortement accentué ce trait propre à la télévision et tout est finalement désormais pensé pour être divertissant. Nous accédons désormais fréquemment à l'information par des formats extrêmement courts, qui sont entourés de contenus divers et variés d'une grande légèreté. Souvent, les personnes qui nous informent sur des sujets qui nous intéressent sont des influenceurs qui, n'y connaissent pas toujours grand-chose et qui sont finalement eux-mêmes rémunérés par le fait de faire de la publicité pour certains produits et donc entrecoupent précisément leurs vidéos informatives, par des publicités pour des produits qui leur ont été offerts par des marques. Donc un contenu qui se voulait initialement éducatif, par exemple, un influenceur, sport, nutrition, couture, ce qu'on veut, devient très rapidement une simple plateforme, publicitaire. Donc cette alliance-là du divertissement à l'information, a, bouleversé, hein, notre façon d'acquérir des connaissances et notre éthique de la recherche également. Donc plutôt que d'aller lire des articles scientifiques sur un sujet, on va souvent faire confiance à tel influenceur parce que, bah, il a l'air amical, il est drôle, il est beau, une fois il a dit quelque chose qui allait dans le sens de ce que, nous-mêmes, pensions, et cetera. Que cet influenceur, n'ait aucune formation et se repose lui-même sur d'autres influenceurs pour obtenir ses connaissances, ce n'est pas un problème du moment, bah, qu'il s'exprime bien, qu'il monte ses vidéos de manière dynamique avec une musique de fond entraînante et surtout, hein, tant qu'il ne dépasse pas la durée réglementaire de 3 minutes maximum, telle qu'elle est par exemple, imposée pour, les vidéos, TikTok. Donc, c'est un peu, peut-être pessimiste tout ça, mais on peut donc, rejoindre, Postman, et considérer finalement que cette alliance du divertissement et de l'information est sous-tendue par une théorie de l'anticommunication, comme elle dit. Et donc c'est une forme, voilà, donc qu'il explique là sur la diapo, projetée, hein, mais et en particulier, une forme accrue de cette anticommunication et en outre de ce que, je on peut appeler également peut-être, c'est une forme d'anti-recherche, hem et visible depuis peu, avec l'arrivée sur le marché et l'utilisation massive là des modèles de langage là de l'IA générative, donc des LLM tels que, ChatGPT, Perplexity, encore une fois, Gemini et cetera. Hem donc je voudrais dire un mot pour finir là sur ces LLM là, sur ces modèles de langage, qui sont, au cœur des discussions généralement aujourd'hui. En quoi est-ce qu'il y a, ici une forme encore plus accrue d'anticommunication et d'anti-recherche? En ce qui, concerne l'anticommunication, celle-ci est manifeste. On préfère parfois, s'engager dans un simulacre de conversation avec des systèmes qui ne peuvent pas nous comprendre, qui n'ont rien à nous dire et dont chaque réponse consiste simplement dans la génération de parties de mots, les unes à la suite des autres, selon que telle partie de mots, hein, ce qu'on appelle les tokens, est la plus probable, au vu de la partie de mot, le token, précédemment écrit. Donc les réponses des LLM n'ont aucun lien avec une quelconque forme de sensibilité au sens. En ce qui, concerne l'anti-recherche à présent, un pas a été franchi avec, l'arrivée des LLM. On devait déjà faire face donc à un 1er problème quand, on se fie, à des influenceurs non qualifiés pour obtenir ces connaissances. Mais un second problème peut être peut-être encore plus profond, c'est que nous nous fions apparemment désormais à des systèmes qui ne comprennent rien, ne peuvent rien comprendre et ne proposent que des patchwork d'articles
d'articles ou d'ouvrages disponibles en ligne, ce qui donne souvent une forme de synthèse d'articles pas toujours bien digérée, ou bien souvent, en fait, ce qui donne une forme de plagiat approximatif. Donc l'éthique de la recherche de, finalement, quiconque utilise ces systèmes d'IA est, on peut en tout cas, faire l'hypothèse, hein, hautement problématique. On peut certes comprendre, ça va de soi, hein, le désir d'instantanéité, à la source de cette utilisation, mais faire des recherches sérieusement, est-ce que c'est simplement appuyer sur le bouton de n'importe quel dispositif technologique et se contenter de n'importe quelle réponse obtenue? Il faut garder, en tête, hein, également, hein, le fameux problème des hallucinations des LLM, soit la production par ceux-ci de réponses erronées, donc contenant des informations fausses ou des données fausses, mais qui ont toutefois, l'air d'être tout à fait correctes et qui sont présentées comme telles par le programme. Donc les, dangers pour la recherche, à mon sens, les LLM sont également un véritable, danger pour notre appréhension de la réalité et participent à brouiller la frontière entre le vrai et le faux. Dans un article publié récemment, j'ai développé l'idée que les productions textuelles des LLM sont en quelque sorte des contrefaçons, qu'elles doivent se comprendre davantage comme des contrefaçons que comme d'authentiques productions de paroles. Il s'agit, de contrefaçons, donc d'imitation de production textuelle humaine, et non pas, d'authentiques opinions, d'authentiques descriptions, d'authentiques faits, d'authentiques pensées et cetera. Et il y aurait ainsi une forme d'analogie entre les contrefaçons de billets de banque et les contrefaçons textuelles des LLM. Comme les faux billets de banque, les productions des LLM, bah, ressemblent souvent à s'y méprendre aux originaux, à partir desquels elles sont d'ailleurs créées, hein, mais elles n'ont pas la même valeur. De la même façon, une contrefaçon de billet de banque n'a pas la même valeur qu'un vrai billet, bien qu'elle lui ressemble. Donc le problème là pour la question de la confiance, c'est alors, hein, que, bah, si le monde se trouve inondé de ces contrefaçons, la confiance s'érode, diminue, voire finalement disparaît. Donc les conditions mêmes de l'institution, donc bancaire pour les faux billets ou de la parole pour les productions des LLM, risquent de se trouver anéanties. Dans le cas des faux billets, bah, la condition pour que l'institution bancaire existe, c'est bel et bien que les gens aient les moyens de savoir si leur argent est authentique ou non. Qu'il puisse y avoir une distinction entre le vrai argent et le faux argent, mais aussi et surtout, hein, que le faux argent, s'il y en a, ne soit que minoritaire. Dans le cas de la conversation, de l'information, de la même façon, les, conditions pour s'informer ne sont plus réunies si on ne peut pas distinguer ce qui est une véritable prise de parole, de ce qui n'est qu'une imitation. Et dans ce cas, bah, la parole finalement n'a plus d'importance, n'a plus de valeur. Une, comparaison, à mon sens éclairante qu'on trouve parfois en fait, de manière, récurrente, hein, chez les théoriciens, c'est celle des LLM, donc des modèles de langage, hein, comme ChatGPT, avec des fast-food. Et donc ainsi les productions textuelles des LLM, comparées à la junk food. En effet, on est tenté par, l'immédiateté, par la facilité, par la satisfaction, instantanée, mais tout cela, nous met en réalité en danger. Notre santé physique pour les fast-food et notre santé informationnelle et intellectuelle pour les LLM. On perd des capacités essentielles en utilisant, ces systèmes. On n'écrit plus, on ne cherche plus nos mots, on ne prend plus le temps de penser à ce qu'on veut dire, ni à ce qu'on veut transmettre et donc c'est, bah, finalement notre nature même d'homo loquens, enfin d'être qui doté de la capacité de parole, qui est mise en péril par ces technologies, d'IA, les plus récentes. Bon, le moment est venu de conclure. J'espère que je suis pas, allée, ni trop vite, ni trop lentement. Des fois, j'ai tendance un petit peu à accélérer. Bon. Donc, j'ai essayé, par, l'examen rapide là de quelques exemples bien connus, d'attirer là votre attention sur l'énorme discrépance qu'il peut y avoir entre, d'une part, la façon dont les technologies de l'IA sont représentées, hem, que ce soit par, les promoteurs, immédiats ou par ces, turiféraires, elles sont représentées, comme un oracle, un devin, un savant, un ami, un coach, un expert, un génie et cetera. Et donc la façon dont elles sont représentées et d'autre part, la réalité actuelle de ce que sont ces technologies, qui sont en fait bien souvent oppressives, intrinsèquement
trompeuses, liberticides, addictives, plagiaires, manipulatrices, etc. Donc ce fossé-là entre les représentations et la réalité est, selon moi, le premier des dangers. Car il est, hein, comme nous l'avons vu, des plus tentants de s'en remettre à une machine ou à un programme si nous pensons que cette machine sait mieux que nous, si nous pensons qu'elle a les connaissances que nous n'avons pas, si nous lui accordons une forme de confiance et ainsi de suite. Donc cette tentation est au fond celle qui, voilà, celle, c'est du moins ce que j'ai voulu suggérer ici, hein, qui consiste à céder à une forme de pensée magique. On attribue certaines caractéristiques à des choses qui ne peuvent pas les recevoir. Et il me semble évident que c'est précisément ce que les promoteurs de ces technologies attendent ou espèrent, que nous cédions à une forme de pensée magique et que nous délaissions nos vies, hein, à leurs désirs. Or, de manière plus pratique, cette tentation est justement, celle, qui risque alors, hein, ab initio au moins, de nous faire perdre au fond notre, autonomie. C'est-à-dire, la capacité que nous avons de déterminer nos propres buts. Je suis évidemment pas la 1re à alerter sur le risque que ces outils deviennent pour l'essentiel des outils de contrôle et le risque est en fait grand de perdre ainsi notre liberté entendue de manière positive ou de ne pas réaliser que nos chaînes, parce qu'elles sont, pourrait-on dire, nuageuses, parce qu'elles sont dans le cloud, n'en sont pas moins réelles. Donc tout comme les systèmes d'IA de prise de décision ou d'aide à la décision étaient initialement présentés comme permettant de mettre un terme aux biais racistes, classistes, sexistes, etc., en déléguant les décisions à une machine nécessairement impartiale, ce sont, voilà, tout comme ces systèmes-là se sont en fin de compte révélés être des instruments de reproduction du status quo social et donc de perpétuation de la domination et de l'oppression des groupes défavorisés, eh bien, les systèmes d'IA générative plus récents, hein, qui sont aujourd'hui présentés comme des moyens émancipateurs de créer plus facilement, de toujours avoir quelqu'un avec qui parler, de déléguer certaines tâches rédactionnelles, etc., pourraient, en fin de compte, être des outils de déqualification, de désinformation ou encore de diversion. Et c'est sur cette note plutôt pessimiste que voilà, je voudrais clore mon propos. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez des applaudissements à l'écran qui s'affichent. C'est à vous pour les questions. Si vous voulez solliciter, alors il y a Madame, alors dans l'ordre, il y a des personnes qui ont levé la main. Donc j'essaye juste, je ne les vois plus. Ah oui, voilà. Donc je suis désolée, ça ne va pas être dans l'ordre parce que je suis non. Autrement, participants, voilà. Alors, je crois qu'il y a Madame Musset, j'ai vu passer. Alors peut-être Madame Musset en premier, ensuite Madame Borély-Piron. Non, désolée, Anne-Sophie. Ah, tu voulais pas. Bon, ok. Et alors Madame Borély. Pardon, erreur de manip. Ok. Donc, On voulait tous applaudir en fait et on s'est trompé Ah, d'accord. de symbole. Alors, Mais du coup, puisque j'ai la parole, c'est oui. comment convaincre des adolescents? Ah oui, grosse question. Je sais pas si la philosophie en fait peut avoir son mot à dire ou alors s'il faut aller vers la psychologie. Mais peut-être les faire parler peut-être, alors la question c'est peut-être pour en rapport avec le phénomène d'addiction, là, les adolescents qui sont toujours sur leur téléphone. Peut-être ouais, la solution c'est de faire prendre conscience de ce que c'est que d'être libre de ses choix et de là, c'est une question vraiment, vraiment délicate, mais en tout cas, je pense que minimalement, l'éducation au danger, ouais, ce phénomène d'addiction, peut toucher même les plus jeunes. Il y avait ce documentaire-là, il y a quelques années qui avait fait pas mal de bruit où justement, en fait, les personnes du monde de la tech expliquaient qu'eux-mêmes n'utilisaient pas, que leurs enfants n'avaient pas le droit et je pense que c'est le genre de choses qui peut parler même aux plus jeunes de se dire: «Ah d'accord, en fait, j'utilise, cette chose que
finalement, les gens qui la créent ne l'utiliseraient pas, quoi. Ils ne seraient pas sur TikTok, ne seraient pas sur Instagram parce que trop addictif. Euh, et pour parler. Éventuellement, il y aurait un lien sur une présentation, une conférence sur YouTube, Alors, sur il y a votre conférence Alors, en ou... tout cas, pardon, je prends la parole. Cette conférence sera sur YouTube dans les prochains jours et sera accessible. Donc, Super. voilà, si tu veux la montrer, tu peux la C'est partager moi qui sans vais problème. convaincre les adolescents, très bien. Une grosse Merci. responsabilité. Mathilde, je crois que tu as levé la main pour de bon. Je te laisse la parole. Et merci beaucoup à Héloïse pour cette présentation très riche, très intéressante. Alors j'ai deux questions. Vous avez fait le lien à l'instant entre philosophie et psychologie et je pense effectivement que les deux sont intimement imbriqués et intriqués même dans ce sujet-là. Moi, je me demande, parce que je ne suis pas du tout philosophe de formation, contrairement à vous, mais je me reconnais dans beaucoup de choses que vous avez dites et expliquées ce matin. Je me demande, j'ai l'impression qu'en fait, à travers le prisme des hautes technologies, des technologies d'IA, etc., on cherche à combler quelque chose, sans doute un besoin très fort de reconnaissance qui est, je pense, propre aux êtres humains. Et je me demande comment la philosophie investit ce champ-là. Est-ce qu'on a des traces par le passé de recherche peut-être de reconnaissance, d'un besoin de reconnaissance qui s'incarnait autrement que dans cet usage-là. Je ne sais pas si c'est très clair ma question, mais j'ai l'impression qu'on cherche à être reconnu, qu'on cherche à être apprécié, approuvé, validé par les autres. Et quand les IA n'existaient pas, comment ça se passait? Quelles étaient finalement les solutions pour retrouver un peu peut-être d'intérêt dans la vie, quoi, sans passer par le prisme de ces outils-là. Je vous laisse répondre et je vous poserai mon autre question après. D'accord. Alors, pour, en effet, donc là, ce thème philosophique là, bah oui, de comment se comporter finalement, quelle idée avoir de soi, comment agir dans le monde de manière vertueuse, disons, et puis comment ne pas être frustré par le manque de reconnaissance, on a l'impression de bien faire, et puis en fait, ça ne mène à rien. Quelqu'un dans le chat, pardon, parle de l'éthique à Nicomaque d'Aristote. Donc, je pense qu'en effet, c'est une lecture qui est extrêmement salvatrice, ou en tout cas éclairante pour ces sujets. Elle est du côté des stoïciens, en fait, aussi, le manuel d'Épictète, typiquement. Tout petit livre extrêmement facile à lire, qui se lit souvent au lycée, mais qui est une mine d'or pour simplement apprendre à, disons, être content en fait de la vie telle qu'elle est, de ne pas chercher forcément à avoir plus, à avoir des honneurs, à ne pas être dans la vanité, ou voilà, ne pas être vain en fait, et savoir ouais, se contenter de ce qu'il y a et trouver en fait du plaisir dans ces petites choses, ou dans tout ce qu'on a déjà. Et donc en effet, la philosophie a beaucoup réfléchi sur ces thèmes-là. Euh, qui sont pas en fait moi mes thèmes de base, hein, parce que je m'intéresse plutôt à la question des machines pensantes ou des machines intelligentes, mais en tout cas, je pense que du côté en tout cas des stoïciens, là, il y aurait vraiment voilà, des clés de manière très très claire, bon, en tout cas moi ça m'avait fait beaucoup de bien de lire ça, de me dire bah oui, on peut être satisfait de ce qu'il y a, quoi, sans tomber dans ces biais en fait négatifs, ou voilà, ces vices, disons. Merci beaucoup. Et je garde la main juste pour une deuxième question. Euh, Cette fois en lien avec la dimension politique qui, à mon sens, est sans doute l'une des plus préoccupantes et l'une des plus inquiétantes aujourd'hui, parce que vous l'avez bien expliqué, on est en quelque sorte manipulé dans nos votes, dans notre manière, dans notre capacité à raisonner, à agir, à avoir un esprit critique. Alors, on a bien vu que à l'heure actuelle, dans l'Union européenne, on a quand même des garde-fous, encore quelques-uns. Pour combien de temps, on ne sait pas, surtout quand on voit l'évolution politique, y compris en Europe aujourd'hui. Euh, Comment vous l'analysez, vous, à travers peut-être vos sujets d'études ou l'actualité un peu philosophique que vous pouvez partager avec nous? Est-ce qu'il y a réellement des risques à ce qu'aujourd'hui, on se fasse fortement influencer par l'IA dans nos manières de voter, et
que le politique ait un accès au pouvoir par le prisme de ces outils-là. Ouais, je pense que c'est un risque majeur. Ouais, je mentionnais, mais là, dans le livre de Philippe Hudman, il y a un passage où ouais, il explique hein, que ça, en tout cas pour les dernières élections, ça a été le cas, que bah, ouais, il y a eu des extrêmes droites, mais pas que, en fait, des faux comptes créés pour manipuler des utilisateurs. Bien sûr, l'affaire de Cambridge Analytica, là, de Facebook, pour l'élection de Donald Trump, la première, en fait, a fait beaucoup de bruit, donc il y a eu une forte manipulation. Là, à moins en fait d'être déconnecté ou d'être extrêmement sensible, c'est très très difficile, hein, la manipulation là, par l'IA. C'est en tout cas sous la forme de ces bots, de ces faux comptes. Et en plus, le problème après même des IA génératives, là, toutes les personnes qui utilisent des chat GPT, par exemple, comme un confident ou pour lui poser des questions, d'accord, pourquoi pas, en fait, bon, déjà, je trouve que ça va pas, mais évidemment, en fait, ChatGPT est quand même entraîné, disons, il y a des paramètres qui sont actifs. Rien n'exclut que ces paramètres soient modifiés de façon à ce que, bah, une IA, ait plutôt, tel biais, en fait, qu'elle nous incite à penser de telle ou telle façon. Il y a ce cas, il y a plusieurs cas, bien sûr, évidemment, tragiques notamment de jeunes adolescents ou de jeunes adultes qui se sont, suicidés, en fait, après qu'une IA leur ait, conseillé, hein, de se suicider. Donc le dernier cas plus récent, le jeune, 14 ans, en fait, je crois, était tombé, finalement peut-être amoureux, en fait, de l'IA qui lui a dit: «Bah, viens me rejoindre», quoi. Donc en fait, ça peut être tragique à des niveaux, variés et tous aussi importants. Pour la question de la politique, c'est un vrai problème et là, j'ai l'impression que peut-être qu'on a atteint la fin des réseaux sociaux. Peut-être que, bah, ça peut plus marcher maintenant. En effet, si on n'a pas de moyen de distinguer le vrai du faux, bon, bah, comment faire? Est-ce que dans ce cas-là, ça sert à quelque chose de l'utiliser? C'est pas sûr et mais encore une fois, c'est pas une fatalité. On pourrait avoir des technologies qui sont pensées de manière plus juste, qui sont plus libres, où, le code est ouvert et où voilà, où avec des bonnes valeurs en dessous et qui propulsent en fait des bons comportements, disons. C'est pas une fatalité, mais malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit actuellement. Pour la politique, je pense que c'est très, très délicat, c'est un problème, quoi. Mais après, il reste évidemment la solution de la recherche, de lire, bah, des ouvrages, de se renseigner sur les auteurs, d'aller à des conférences et cetera. Évidemment, même les chercheurs sont biaisés, hein, mais on peut se dire qu'au moins, il y a quand même un travail, quoi, derrière, et on peut se faire un avis, mais bon. Mais c'est difficile et inquiétant, je vous l'accorde. Merci. Pardon, Sylvie, je te laisse la parole. Oui, bonjour et merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une question, dès le début de votre intervention, vous avez, montré cette ligne, de continuum avec les 2 extrêmes, en nous précisant que vous adresseriez enfin votre propos concernerait plutôt la partie médiane, mais sur la gauche, il y avait les esclaves numériques. Je voulais savoir ce que vous entendiez par là et si vous pouviez, donner un exemple. Et puis ma deuxième question, ce serait, est-ce que, ce qui se passe actuellement, vous le rapprocheriez d'une dystopie, enfin d'un récit de fiction fait par l'un des auteurs enfin, connu pour cela, ou pas? Est-ce qu'il y a un roman précis, une fiction précise à laquelle ça vous fait penser? Ouais, alors pour le premier aspect là, sur mon petit, continuum là sur la diapo, en effet, ces esclaves là numériques, ce que j'appelais, c'est toutes les personnes, donc souvent des Kenyans, des Indiens, qui sont, par exemple donc dans ce qu'on appelle les fermes de clics, donc les travailleurs du clic, donc ils vont en fait, étiqueter des images à longueur de journée, donc dire, bah, cette image, typiquement est safe, elle peut être diffusée, pas de souci. Celle-là, au contraire, c'est une image dangereuse. Donc qui sont en fait payés, 3 fois rien quand ils sont, vraiment payés, quoi, et qui sont, souvent en fait, confrontés à des images ou à des vidéos, à des sons et cetera, des textes qui sont parfois, très, très choquants, et autrement qui font du travail complètement aliénant, donc étiqueter, voilà, expliquer donc ce qu'on voit sur chaque image. Donc c'est un chat, c'est une bibliothèque, et cetera. Et donc c'est du travail, extrêmement aliénant. Hem, oui,
ça, je pensais pour les esclaves numériques, donc je pensais plutôt à ces personnes qui sont oubliées et pour lesquelles donc c'est assez évident que là, leurs libertés sont complètement entravées, hein, par l'IA. Il y a d'autres cas, en fait, où alors, c'est le terme d'esclave qui me fait penser à ça. Évidemment, ce terme est très fort, mais il y a même l'utilisation finalement des technologies là, persuasives ou de cette ludification. Moi, je parlais de gamification des technologies d'IA. Donc, on va se monitorer, on va essayer de s'améliorer grâce à l'IA. En fait, il y a aussi un usage un peu dérivé qui est ce monitoring en contexte de travail. Il y avait un cas assez frappant chez Amazon notamment, en fait, hein, où tout est automatisé par l'IA. Et donc, où les travailleurs, finalement, sont complètement dépendants de ce que leur annonce la machine. À tel moment, ils doivent avoir fait telle chose, 10 minutes plus tard, ils doivent avoir fait telle chose, et cetera. Ce qui fait des rythmes de travail, des fois, trop intenses et voilà, avec du monitoring, en fait, qui fait que certains employés, il y a quelques années, en parlaient de fouet électronique, en parlant de ces technologies, d'IA persuasives. Donc, on retrouve encore à cette idée d'esclavagisme, d'avoir des, des serviteurs qu'on ne peut pas forcément rémunérer, qu'on va un peu maltraiter. Donc, il y a, il y a- il y a un continuum aussi en fait sur l'oppression vraiment directe des travailleurs soit qui sont dans le milieu de l'IA, qui travaillent pour faire en sorte que l'IA puisse exister, ou même en fait dont les travailleurs, dont les patrons, disons, utilisent l'IA. Pour votre second point là sur la fiction, évidemment, en fait, il y a certains points qui ressemblent à des dystopies. euh, et en même temps, en ce qui concerne donc l'IA générative, je suis pas sûre qu'on ait pu prévoir, en fait, parce que ce qu'on avait, c'était dans la fiction, donc je sais pas, des machines vraiment intelligentes, etc., qui se rebellent. Mais là, on a une technologie, encore une fois, juste ouais, qui produit des phrases, mais on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop ce qu'on va en faire. Il y a, chez Neil Postman, justement, il y a il a cette comparaison en fait, qui revient assez souvent, il ouvre le livre là-dessus, hein. Il dit, bon, bah, on imaginait en fait que 1984 d'Orwell allait être la dystopie en fait, par excellence, donc on allait avoir la technologie qui serait mise au service, disons, de leaders politiques qui veulent nous opprimer. Mais il dit, en fait, ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'à côté, il y avait Huxley qui écrivait, en fait, un livre voilà, où en fait le problème c'est qu'on a des personnes qui n'ont plus besoin d'être contraintes par la politique parce qu'en fait elles sont complètement distraites, elles sont enfermées dans leur divertissement et c'est lui, Neil Postman dit bah, on est plutôt dans cette seconde situation, on n'a pas besoin en fait on est dans une dystopie où peu importe en fait ce que nous disent, disons, les dirigeants, on est dans tous les cas servile parce que, bah, on fait pas attention, parce qu'on est pris, en fait, on est occupé, pour lui regarder la télévision et pour nous, bah, à scroller, à ne plus réfléchir, à demander en fait à l'IA de tout faire à notre place et donc on n'a même plus besoin finalement, d'être contraint. On se contraint soi-même en en Mm. abandonnant finalement notre réflexion, quoi. Ouais. Et dans les deux cas, on n'a plus vraiment de libre arbitre, toutes nos actions sont dictées en fait. Exactement, ouais. Ouais. Merci. Merci. Il y avait une question de Madame Ramu, enfin une question. N'y a-t-il pas également une tendance mortifère au regard de la facture énergétique de l'IA? Oui, alors là, oui, complètement. C'est encore un autre aspect, en fait. J'ai pas parlé de tous les aspects, disons, plus ouais, physiques, sur la Terre, sur la planète, hein, les centres de données. La comparaison est souvent faite, c'est les centres de données et les abattoirs, hein, c'est-à-dire, en fait, on met loin des villes, parce qu'on ne les voit pas, les centres de données, ils sont pas dans les villes, on n'est pas au courant de leur pollution, en fait, comme ça, quoi. Il faut faire des recherches. On a l'impression que le cloud, c'est ce qui est ouais, justement, ce qui n'a pas d'empreinte, c'est vraiment un nuage, quoi. Mais cette idée est fameuse, finalement. Et donc, voilà, tout ce qui nous dérange, donc les abattoirs, les data centers, sont mis en périphérie, en fait, très loin. Et on va dans les déserts aller récupérer toutes les ressources, finalement, naturelles, rares. Et donc, bah, voilà, abîmer, bien sûr, la terre. Et la facture énergétique est difficilement documentable parce que typiquement,
voilà, OpenAI, par exemple, derrière ChatGPT, qui au départ se présentait comme complètement ouvert, hein, finalement n'est plus du tout, open. Et donc on ne sait pas, par exemple, comment ils entraînent, voilà, quel est le coût énergétique, en fait, combien de données exactement, qu'est-ce qui se passe, en fait, quel est le, quel est le processus, et donc quel est le coût énergétique. C'est un problème, il y a des estimations en fait qui sont assez inquiétantes, mais c'est des estimations qui se veulent généralement basses. Donc en plus, on peut encore, s'inquiéter. Mais oui, facture énergétique est très grande. C'est un problème. Merci. Moi, je me demandais, en fait, est-ce qu'il n'y a pas simplement, non, est-ce qu'il n'y a pas un défaut de communication? Parce que finalement, à partir du moment où on est aussi clair sur les processus et sur le fonctionnement de l'IA et de ces technologies, on peut, de manière éclairée, utiliser les outils sans qu'ils n'entravent pas notre liberté, comme vous l'avez exposé. Euh, Quand on comprend comment ça fonctionne, quel est le coût énergétique, le fonctionnement des algorithmes, est-ce que c'est pas d'une certaine manière déjà un énorme pas de franchi? Ouais, alors je suis tout à fait d'accord avec ça. Une fois qu'on comprend le fonctionnement, le coût énergétique, mais c'est quoi la conclusion du coup à tirer? Moi C'est parce qu'en fait, il y a une personne qui pose la question, faut-il tout jeter oui. de l'IA ou y a-t-il une voie médiane? Voilà. D'accord. Oui, non, mais en effet, hein, mais si on tire les conclusions, je pense que l'action à faire, c'est de ne pas les utiliser. Si quelque chose, en fait, est mauvais pour l'environnement, est mauvais pour votre santé intellectuelle, et cetera, bon, et qu'on peut très bien faire sans, pourquoi, en fait, pourquoi s'en servir? De la même façon, en fait, si je sais que prendre l'avion, c'est extraordinairement, polluant et que je peux m'en passer, bon, voilà, je ne prends pas l'avion. Si je sais que donc il y a des fois des décisions à faire, à prendre. Le problème pour moi, c'est que justement ces technologies sont partout, elles sont, advertisées, en fait, on en fait, publicité, en fait, on en fait la publicité tout le temps, en fait, comme des choses exceptionnelles qui vont nous aider, qui vont nous changer notre vie. Donc c'est très difficile de résister, en fait, quand tous les outils maintenant, vous ouvrez n'importe quel logiciel de traitement de texte, intègrent des outils d'IA, vous ne demandez rien, en fait, il faut aller faire des manips pour enlever la chose, c'est extrêmement dur. C'est pour ça, je trouve que c'est pas seulement refuser, en fait, là, il faut vraiment activement refuser, quoi. Et donc, il y a ce point un peu délicat. Après, sur est-ce qu'il y a une voie médiane? Moi, je pense qu'il peut y avoir de l'IA positive. C'est pas, encore une fois, c'est la façon dont actuellement elles sont faites. Actuellement, tout le monde de la Silicon Valley là, est orienté vers le profit, et donc vers l'addiction des consommateurs, etc. Que c'est là qu'il y a un problème, en fait. Mais on pourrait avoir une tech de l'IA plus respectueuse et plus peut-être des utilisateurs comme de l'environnement. Ça, je ne pense pas que ce soit impossible. Donc, Madame Gillier pose cette question qui, qui fait sens par rapport à ce que vous venez de dire, c'est comment échapper, je crois que vous l'avez dit, en ne pas, enfin, en évitant de l'utiliser, mais que proposer à la place? Ouais. Est-ce que des recherches philosophiques ont déjà été faites sur ce sujet? Oui, alors j'imagine, je pense qu'il y a des recherches philosophiques sur beaucoup de choses, donc j'imagine qu'il y en a. Ouais, que proposer à la place, par exemple, des systèmes là qu'on utilise, donc comme ChatGPT, est-ce qu'il faut quelque chose à la place? C'est la question. À quoi ça sert vraiment, quoi? À part alors moi, je suis assez pessimiste, hein, mais voilà. Mais à quoi ça sert, à part finalement dénaturer ce qu'on aimait bien, dénaturer la musique, dénaturer ouais, l'écriture. Je voyais l'autre jour une capture d'écran de quelqu'un qui mettait un agent IA, en fait, qui va nous aider à draguer sur les sites de rencontres. On a envie de dire, d'accord, mais ça veut dire que même là, en fait, où on a envie de se montrer comme personne et d'être aimé pour qui on est, en fait, finalement, on va utiliser quelque chose qui va nous donner juste le milieu, le médian, en fait, la remarque la plus neutre, la plus basique, disons, la plus attendue peut-être, en tout cas, il y a un problème, c'est-à-dire qu'on ne veut plus dire les choses soi-même. Pour moi, là, c'est quelque chose de profond, même juste sur
ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut être. Non, mais là, du coup, vous abordez, enfin, quand vous avez ce discours-là, c'est par rapport à l'IA, à l'usage privé. J'imagine parce que l'IA, aujourd'hui, dans la santé, dans la recherche, on sait que Ah oui, bien ça, sûr. voilà. Alors oui, Juste vous avez tout à fait raison. Et alors là, en effet, là, il y a des parce grandes qu'on a des questions sur à quoi sert l'IA, mais l'IA, enfin, les avancées technologiques ont toujours eu des revers négatifs. Enfin, je fais un peu l'avocat du diable Non, vous avez tout à fait raison. voilà, édulcorer un peu le propos. Si on sort de l'IA dans nos outils, dans nos smartphones, nos outils bureautiques, il y a quand même un IA qui aujourd'hui sert à quelque chose. Exactement. Et là, c'est pour ça qu'il y a en effet toutes ces distinctions à faire. Vous avez raison, hein. De l'IA en contexte, alors, en contexte, à mon sens, de police, ça n'a pas de sens, c'est une ineptie. En revanche, en contexte médical, disons prise de diagnostic, analyse d'imagerie, en fait, donc là, il y a tout un usage qui doit être évidemment extrêmement contrôlé pour éviter les erreurs, pour éviter les biais, pour éviter les. Mais qui là, en fait, a du sens. Il y a des systèmes qui sont extrêmement performants et qui vont en fait grandement aider les chercheurs, les médecins, etc. Donc là, en fait, il y a. Justement, là, il y a de l'IA positive peut-être, mais est-ce que tous les efforts devraient pas être justement là-dessus? Il y a un début de choses qui marchent et il faut continuer, il faut pas aller en fait, prolonger voilà l'usage personnel qui sert pas à grand-chose disons quoi, ou à mon sens. Mais en effet, là, il y a des choses après, il y a toutes ces, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en ce moment, mais la question en fait de l'expertise des systèmes d'IA artificielle, c'est aussi un vrai problème. Il y a une vraie tendance là en ce moment à considérer que une machine va être une experte, va être un professionnel au même titre qu'un être humain. Et donc là, en fait, on va accepter de déléguer entièrement, de se déférer au jugement de la machine, qui finalement, bah, encore une fois, ne peut pas juger, ne peut pas penser, n'a pas les capacités nécessaires. C'est pas ça qu'elle sert. C'est pas. Là, il y a encore des fois des confusions sur bah, quel est vraiment cet objet. Et moi, mon travail, c'est plutôt ça, c'est plutôt d'essayer de clarifier bah, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça fait. Mais justement, cette clarification, elle est là pour encadrer, pour permettre bah, d'utiliser ces programmes et de les utiliser à bon escient. Donc, en effet, je suis tout à fait d'accord avec cette remarque sur il y a de l'IA, en effet, positive dans un contexte peut-être professionnel. Je pense que ça peut être aussi très utile d'avoir des outils d'automatisation, d'emploi du temps, etc. Bon, là, je n'ai pas trop pour toutes ces tâches, finalement, qui peuvent simplement être vérifiées en fait, après par un être humain, mais qui ne demandaient pas une grande intelligence au sens de, voilà, c'est pas question de réfléchir enfin, il y a des questions d'agencement, bien sûr, qui sont importantes, hein. Chaque cas, évidemment, est particulier, ça c'est aussi le problème, mais donc il y a forcément des usages d'automatisation, en tout cas, qui peuvent être sensés et voilà et bénéfiques. Ça, c'est entendu, mais c'est pas, voilà, Voilà, peut-être on a une remarque qui pourrait quand même aller conclure. Belle invention, mais comme toutes les inventions, la vraie question est comment et à quelle fin on s'en sert. Voilà, peut-être il y a quelque chose à creuser. Mmh. Alors, est-ce qu'il y a des mains levées? J'ai pas l'impression. Écoutez, je pense que vous avez été complète et claire. Je ne sais pas s'il y a une question à laquelle on n'a pas eu de réponse. N'hésitez pas à lever la main. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Bon, donc on va lire les stoïciens. Il ne nous reste plus que ça. On a bien compris. Très bien. Un grand merci pour tous ces éclairages. On va essayer, toutes ces graines qu'on va essayer de semer autour de nous. Merci à vous. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Vous étiez plus de 110 personnes connectées. Et on revient très vite avec le programme 2026 des conférences Savoir partager. Merci Héloïse et bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bonne Merci. journée. Merci, au Au revoir. revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Merci. Un grand merci.